Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. En début d'émission, nous nous intéressons à une nouvelle maison de vente aux enchères qui vient d'être créée à Lille par deux jeunes commissaires-priseurs, Laura Schweitzer et Hugues Wattine. Maître Wattine nous en dira un peu plus sur les débuts d'une maison de vente. Et puis pour l'interview de la semaine, nous allons faire le point avec Delphine Brochant, fondatrice de Fine Art Consulting, sur les éléments clés du rapport Art Basel et UBS sur les comportements des collectionneurs de l'année 2023-2024. Merci à tous et tous qui nous rejoignez tout de suite, c'est Art et Marché. Hugues Wattine est commissaire-priseur. Il a créé avec son associé Laura Schweitzer Artefact, une nouvelle maison de vente aux enchères à Lille. Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous raconter succinctement comment s'est passée cette première vente aux enchères qui a eu lieu il y a quelques jours ? Voilà, on a fait notre vente inaugurale le 20 octobre dernier, parce que c'est très bien passé, avec 85% de nos lots qui ont été vendus. On avait des bijoux, du tableau, du mobilier, de l'objet d'art. Et donc on a eu beaucoup d'enchérisseurs, à la fois français, mais aussi européens et mondiaux même, pour certaines œuvres où les clients se sont battus. Voilà, donc on est très très content, voilà, du succès qu'on a eu. On a même eu, chose qui se fait un peu moins, on a même eu du monde en salle qui sont venus voir les œuvres et qui ont enchéri. Généralement là maintenant les gens enchérissent en live, mais là on a même eu la chance d'avoir des enchérisseurs physiques devant nous à Lille, donc c'était un succès, on est très content. Est-ce que vous pouvez nous raconter quels sont les défis que vous rencontrez quand on crée comme ça sa maison de vente aux enchères? Parmi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup déjà en France et aussi vous êtes assez jeune. Est-ce que voilà, il y a des enjeux, des difficultés que vous rencontrez et comment vous avez fait pour aller au-delà? Le défi, il est surtout que des clients nous donnent des choses à vendre et qu'ils aient confiance en nos expertises. Donc après, moi je suis né à Lille, donc forcément c'est un petit peu plus simple. On a toutes nos attaches à Lille, j'ai des notaires aussi avec qui je travaille depuis des années. Donc le défi est là, c'est d'avoir des choses à vendre et après c'est de s'entourer d'experts en qui on a confiance, avec qui on a l'habitude aussi de travailler. Qui nous ont suivis et qui ont été d'accord pour nous aider dans la préparation de nos ventes. Donc le défi, c'est celui-ci, c'est le sérieux de nos expertises. Et après, c'est aussi un défi de communication, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient vent de notre vente. Et donc ça a été un gros travail aussi pour que les enchérisseurs du monde entier et de France entière puissent avoir accès à notre vente. Donc le défi est multiple, mais bon, je pense que pour cette première vente, on a essayé, en tout cas on a réussi de se battre pour que tout soit au rendez-vous pour que ça fonctionne. Et vous êtes installé à Lille, est-ce que c'est une région qui est déjà est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs ou alors est-ce que vous êtes un acteur de proximité qui est nécessaire dans la région ? Alors, en fait, Lille, c'est une métropole de à peu près 1,5 million de personnes, donc il y a quand même beaucoup de travail. On est le 5e acteur à être implanté, en tout cas en tant que commissaire-priseur. Il y en a qui sont là depuis plus de 50 ans. Néanmoins, je pense qu'il y a du travail pour tous. Donc, le fait d'avoir une étude un petit peu jeune, je pense que ça peut rassurer et attirer un petit peu de nouveaux clients également. Des gens qui avaient un petit peu peur d'ouvrir et de passer la porte des ventes. Nous, on essaie d'être accessible et d'être assez proche de nos clients, à la fois dans le conseil et dans l'expertise de nos objets. C'est-à-dire que on est très accessible au téléphone ou par mail. C'est assez simple d'avoir notre avis sur vos collections ou vos objets. On est là pour ça. On fait des estimations gratuites plusieurs fois par semaine. Donc il ne faut surtout pas hésiter à aller voir un acteur comme nous. On se déplace dans toute la métropole et on est là pour ça. Et on est assez accessible en effet. Eh bien, merci beaucoup Hugues Wattine. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur et vous venez de créer Artefact à Lille. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.
Art Basel et UBS ont publié un rapport sur le comportement des collectionneurs qu'ils appellent High Net Worth Individual. Donc, ce sont ces collectionneurs qui dépensent, qui ont une valeur individuelle supérieure à 1 million de dollars hors immobilier. Voilà, c'est une analyse sur l'année 2023 et le premier semestre 2024. Alors, nous allons analyser les conclusions importantes de ce rapport avec Delphine Brochant, qui est spécialiste dans la gestion de patrimoine artistique et fondatrice de Fine Art Consulting. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de rapports qui notent une année plus morose, qui notent une année difficile du marché de l'art. Et on remarque dans ce rapport qu'il y a tout de même une baisse de la dépense moyenne des collectionneurs, c'est high net worth, mais une stabilisation de la valeur médiane. Donc il marque bien cette différence entre dépenses moyennes et dépenses médianes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a une baisse de la dépense moyenne et une stabilisation de la dépense médiane ? Alors, je pense tout d'abord du fait notamment de la résilience du marché, que cette baisse de valeur moyenne, elle est due à la réduction du haut du panier, en tout cas des transactions du marché de l'art, puisqu'il y a eu peut-être moins de liquidités en circulation pour le marché de l'art, dû notamment au climat incertain géopolitique, des guerres, inflation, etc. Il y a eu effectivement une certaine raréfaction sur des montants plus importants. Pour autant, ça reste quand même des montants relativement élevés si on regarde ces montants-là, parce que cette étude, effectivement, elle est, comme vous le disiez très justement, sur cette population qui a des liquidités hors assets, real estate et commerciaux supérieurs à 1 million de dollars. Mais il ne faut pas oublier que la moyenne des transactions dans le monde, si on est en dehors de ce secteur des high net worth individuals, confondus pour les ventes aux enchères et les ventes privées, c'est aux alentours de 10 000 dollars. Oui. Donc, ça reste quand même quelque chose de positif. Et puis, ne pas oublier aussi que le segment de marché sur lequel il y a la plus grosse, plus importante des progressions, ça concerne le segment de marché au-delà des 10 millions de dollars. Sur le rapport, c'est-à-dire que les plus grandes en fait, les progressions les plus importantes sur les acquisitions sont faites sur les segments de marché qui sont des transactions au-delà de 10 millions de dollars. Ce serait très conséquent. Et vous nous avez parlé du coup de ces raisons qui sont peut-être exogènes au marché, guerre, crise économique, etc. Un climat incertain. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être peut-être liés plutôt à des facteurs internes, endogènes au marché de l'art ? Oui, tout à fait. Bon, ces événements, évidemment, on ne peut pas passer outre. On ne peut pas effectivement faire l'économie de ce climat incertain, géopolitique, et penser qu'il n'a absolument aucun impact. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments aussi endogènes et je pense spontanément, et c'est ce qu'on peut en tout cas constater dans notre quotidien, que ça concerne la correction de marché, particulièrement qui a été opérée sur le secteur de l'art contemporain et plus particulièrement sur les artistes qui ont été surmarketés, voire surcotés, que ce soit par des maisons de vente ou par des galeries, avec des prix qui nous semblaient d'ailleurs parfaitement incohérents quand vous voyez des artistes qui ont parfois moins de 10 ans d'existence ou à peine une dizaine d'années d'existence et qui peuvent avoir des prix qui sont alignés avec les artistes historiques tels qu'un Picabia ou un Nicolas de Staël. Et je pense que ça impacte effectivement considérablement le marché. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu cette correction qui a été faite, mais de la part des marchands, et du coup, les grands collectionneurs les plus fortunés ont émis des réserves sur l'achat de ces œuvres-là parce qu'ils ont eu un manque de confiance par rapport au prix. C'est ça que vous essayez de nous dire ? Oui, je pense que vous avez effectivement mis le doigt sur le facteur le plus important, parce qu'on s'interroge s'il y a eu ou pas une crise économique du marché. Donc par rapport aux éléments exogènes que vous venez de citer, oui, il y a une partie de crise économique, mais je suis intimement persuadée que le
le vrai souci, s'il y a pu avoir un frein à certains niveaux du marché, concerne davantage une crise de confiance pour des raisons tout à fait légitimes et normales quand on voit des bulles spéculatives extrêmement importantes qui ont pu s'opérer, notamment toujours dans le secteur du contemporain. Vous prenez un exemple concret, j'ai eu le cas il y a quelque temps avec un artiste contemporain qui faisait les couvertures des catalogues de vente aux enchères, des Day-Sales chez Christie's Sotheby's il y a encore quelques années. Et cet artiste, Sterling Robbie, qui se vendait aux alentours de $200,000 et qui aujourd'hui est valorisé aux alentours de $60,000, mais sur lequel, même si vous vouliez le vendre aux alentours de $60,000, vous avez du mal à avoir un marché secondaire. Je lisais ce matin qu'il y a une artiste américaine, je ne me souviens plus de son nom, mais une artiste américaine d'environ 32 ans qui a été soutenue par des grandes galeries et dont la valeur s'est carrément écroulée entre 80 et 90%. Donc évidemment, il y a certains cas isolés, Dieu merci, ce n'est pas le cas pour l'ensemble du marché, mais il est tout à fait légitime que si on se met à la place de ces acheteurs qui font les foires ou les maisons de vente et qu'ils reçoivent un discours particulièrement élogieux et même rassurant sur des artistes contemporains et qui voient peu de temps après une cote s'écrouler, il est certain que je pense que pour certains, ça peut considérablement les freiner dans leurs acquisitions. Pour d'autres, ils vont peut-être continuer à soutenir la scène émergente parce qu'on le voit dans le rapport, il y a toujours plus de la moitié des achats qui sont faits vers des artistes émergents, mais il va y avoir des montants qui vont être inférieurs. Ces montants-là, aujourd'hui, sont aux alentours entre 50 et 100 000 $. Aujourd'hui, ils seraient inférieurs à 50 000 $. Et ça nous permettrait peut-être de faire le lien et d'avoir une meilleure compréhension avec cette valeur moyenne aujourd'hui dont vous parliez tout à l'heure qui a été en baisse. Parce que justement, comment tout ce qu'on a dit là peut se répercuter sur le comportement des acheteurs? Est-ce que du coup ils vont se tourner vers des acteurs du marché de l'art spécifiquement? On voit que c'est vrai qu'ils se tournent de plus en plus vers des galeries et des marchands, peut-être des personnes, des êtres humains avec lesquels ils peuvent avoir des relations directes et non pas des ventes en ligne. Mais est-ce qu'il y a un portrait robot, dirait-on, de l'acheteur qui va être modifié par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Alors d'abord, quand vous parliez, peut-être pas des rapports humains, peut-être pas que des personnes en ligne, ce rapport disait une chose très intéressante sur ces high net worth individuals. Ils sont toujours environ 88% à acheter en présentiel. Donc évidemment, cette approche humaine que vous soulevez à juste titre, elle est extrêmement importante puisqu'on touche à l'intime des personnes quand on les accompagne pour une acquisition d'œuvres d'art. Alors oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un intérêt, il y a eu un intérêt en tout cas marqué dans ce rapport, plus important pour les personnes qui ont acheté envers les galeries. Je pense que ça pourrait s'expliquer parce que les galeries ont peut-être une dimension humaine plus importante, avec un contact d'emblée plus facile, même si vous avez des Gagosian ou des Other & Wears qui sont installés sur les quatre coins de la planète, c'est vrai que vous avez une dimension, j'ai envie de dire, qui vous met plus à l'aise que quand vous rentrez dans une maison de vente. Quand vous visitez les foires également, même si vous êtes novice, c'est extrêmement facile de pouvoir rentrer en contact avec les propriétaires et les décideurs des galeries. Donc je pense que ça permet effectivement de pouvoir rassurer les éventuels acquéreurs, mais il y a aussi d'autres critères que je trouve intéressants à soulever, notamment la ligne artistique que vous avez dans des galeries. Vous prenez une excellente galerie comme Applica Prazan, Franck Prazan va toujours présenter le même type d'artiste qu'il soutient, École de Paris, après-guerre, etc. depuis un certain nombre d'années. On l'a vu encore à Art Basel, vous aviez un superbe de Stahl, Soulage, Hartung, etc. Donc les clients se retrouvent sur un terrain confortable. Et quand vous regardez les lignes de développement et business model aussi des maisons de vente aujourd'hui, même si ça reste des maisons de vente aux enchères, parce que vous avez toujours des enchères qui s'y tiennent. Pour autant, vous avez des business development qui sont aujourd'hui beaucoup plus diversifiés. On peut davantage parler d'ailleurs de Luxury Center, dont le Fine Art va devenir une business unit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, parce que je pense qu'ils ont complètement raison de profiter des synergies qu'il peut y avoir entre le luxe et l'art, mais peut-être que les clients aussi s'y retrouvent un petit peu moins.
Eh bien, merci beaucoup Delphine Brochant de nous avoir aidé à analyser les conclusions importantes de ce rapport. Je rappelle que vous êtes spécialisée dans la gestion de patrimoine artistique et fondatrice de Fine Art Consulting. Merci beaucoup et je voudrais rajouter juste une dernière chose pour vos auditeurs, de jamais oublier que ce n'est pas le prix de l'œuvre qui fait sa qualité, mais bien la qualité qui fait le prix d'une œuvre. Merci sur ces bonnes paroles. Je vous remercie à tous Merci et tous à vous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.